merci aux organisateurs et particulièrement à Madame Saliou pour me donner l'opportunité de participer aux géopolitiques de Brest. Et donc, comme le temps nous est compté, je vais rentrer directement dans le vif du sujet. Juste pour vous dire d'où je parle et pourquoi mon intérêt sur ce sujet m'est venu. J'ai vécu 11 ans en Afrique et en 2007, je travaillais en République démocratique du Congo et c'est cette année que le gouvernement congolais avait signé un méga contrat infrastructure contre ressources naturelles avec la Chine et donc j'ai été conduit à m'y intéresser. Après, j'ai vécu 5 ans au Kenya et là, j'ai vu aussi les entreprises chinoises au travail dans ce pays. Elles investissaient le pays et notamment dans le cadre de la modernisation de la ville de Nairobi, elles jouaient un grand rôle. Donc voilà un peu pour vous donner ma perspective. Je vais beaucoup m'inscrire dans la temporalité définie par Monsieur Oregan. Il vous a brossé les grandes lignes historiques. Et moi, je vais un peu reprendre là où il s'est arrêté dans le temps, en vous parlant plus de l'histoire immédiate. Alors, comme il l'a très bien décrit, et donc le titre de mon intervention, si on peut dire ça comme ça, c'est que la Chine-Afrique est actuellement arrivée au temps des questions et peut-être même au temps des problèmes. Alors, comme il l'a très bien décrit, il y a eu un essor proprement météoritique des relations entre la Chine et l'Afrique, et je parle des relations économiques surtout, vous parlez d'économie aujourd'hui. Cette success story, en fait, traduit le fait qu'il y a une vraie convergence d'intérêts entre une Afrique, certes diverse, mais qui, de façon générale, a besoin d'infrastructures et de besoins de consommation à bas prix, et une Chine qui a besoin de nouveaux marchés, de conquérir de nouveaux marchés à l'export, et qui a également besoin de ressources naturelles. Et donc, la Chine est entrée depuis au début de ce siècle, si je puis dire, massivement dans l'économie africaine, à la fois par le biais de quelques pays qui ont été ses portes d'entrée dès le début, l'Angola, le Zimbabwe, le Soudan, et quelques secteurs privilégiés comme évidemment les ressources naturelles, c'est-à-dire les hydrocarbures et les minerais. Mais depuis cette époque, donc il y a à peu près 20 ans, la situation a complètement changé, c'est-à-dire que maintenant, les entreprises chinoises sont partout, elles ne sont pas simplement dans quelques pays africains, mais on les trouve absolument partout sur le continent, et elles sont présentes, elles se sont diversifiées, la présence économique chinoise n'est plus limitée au secteur des ressources naturelles, elle est vraiment plurielle, ça va de l'exploitation forestière à la banque et aux télécoms ou à l'énergie, etc., etc. Donc, il n'y a pas un secteur où les Chinois ne soient pas présents. Comme il a été aussi très, très justement dit, la Chine n'est pas tellement un investisseur en Afrique, elle est beaucoup plus un partenaire commercial et un constructeur. Et là où elle a vraiment, on voit qu'elle joue vraiment un rôle fondamental, c'est vraiment dans le domaine des infrastructures où elle a vraiment maintenant le rôle leader en termes de bâtisseur d'infrastructures en Afrique. On estime qu'elle finance un projet d'infrastructure sur 5 en Afrique actuellement et qu'elle en construit 1 sur 3. 1 sur 3, c'est quand même énorme. Et donc, ces entreprises sont vraiment très, très présentes dans ce secteur, en plus évidemment des relations commerciales. Et elle a joué un rôle fondamental dans un secteur d'infrastructure qui était complètement à l'abandon en Afrique, qui était le rail, où là, elle a relancé le secteur du rail et la construction de voies ferrées en Afrique, la modernisation de voies ferrées en Afrique, pour être plus exact. Elle a, pour le moment, bâti 6000 km de voies ferrées en Afrique. Et un autre secteur aussi où elle est présente, mais de façon moins massive, disons, moins importante, c'est le secteur portuaire. Et comme vous êtes à Brest, je suis sûr que
ça résonnera pour vous, où elle a mené, on estime, à peu près une vingtaine de projets soit de construction de nouveaux ports, soit d'extension de ports existants. Et elle a, avec deux grands acteurs chinois dans le domaine des investissements portuaires, qui sont COSCO Shipping Ports et China Merchants Ports, et qu'on retrouve justement dans un certain nombre de pays africains où ils travaillent sur des infrastructures portuaires. Alors, cette success story économique est maintenant en train de produire des conséquences un peu inattendues et problématiques. Et c'est là-dessus que je veux centrer mon intervention. C'est pour ça que je dis que c'est un peu maintenant le temps des problèmes qui est venu. Et ces problèmes sont de trois natures. Premièrement, c'est celui de la dépendance économique. Le deuxième, c'est celui de la double migration. Et le troisième, c'est celui du développement d'une économie criminelle. Alors, en ce qui concerne la dépendance économique, elle est mise en évidence maintenant à cause de la crise du Covid, qui a fait apparaître, comme vous devez le savoir, qu'il y a un problème de gestion de la dette dans un certain nombre de pays africains. Et par conséquent, en 2020, il y a eu une initiative de suspension du service de la dette prise par les bailleurs qui concerne l'Afrique. Ça a été pris pour 6 mois et puis maintenant c'est prolongé en 2021. Et quand cette initiative a été prise par les grands bailleurs l'année dernière, immédiatement, on s'est rendu compte que pour un certain nombre de pays africains, pas tous, pour un certain nombre de pays africains, le premier bailleur bilatéral, c'est la Chine. Et donc, ces pays ces gouvernements se sont très rapidement retournés vers Beijing pour renégocier la dette qu'ils ont à leur égard. Et ils ont réussi à obtenir des moratoires, là aussi, comme dans le cadre de l'initiative internationale. C'est l'Angola qui a obtenu un moratoire de 3 ans, c'est la RDC qui vient d'en obtenir un, c'est la Zambie, et c'est le Kenya qui aussi vient juste d'obtenir un moratoire sur sa dette chinoise. Et donc, cette question de la dette chinoise, dont les montants varient, et ce n'est pas uniforme dans tous les pays africains, est évidemment la contrepartie des projets d'infrastructure qui ont été menés ces 20 dernières années. Ces projets d'infrastructure ne pouvaient pas souvent être financés immédiatement par les gouvernements africains, et donc ils ont été financés par des prêts chinois. Et donc ça a considérablement augmenté l'endettement d'un certain nombre de pays africains, et ça a fait de la Chine leur premier bailleur bilatéral. Et donc maintenant qu'on est dans une situation où ces pays ne sont pas dans le rouge, mais sont dans le rouge vif sur le plan financier, eh bien, c'est grosso modo le gouvernement chinois qui a les cartes en main, en quelque sorte, et tous les autres bailleurs se retournent vers le gouvernement chinois et attendent de voir quelle va être sa réaction. Il y a une réunion du Club de Paris qui devait avoir lieu cette semaine, d'ailleurs, je pense, qui est une réunion très importante sur cette question de la gestion de la dette des pays africains. Et en fait, la raison pour laquelle c'est une réunion importante, c'est qu'on attend de voir, les bailleurs occidentaux attendent de voir quel va être le comportement du gouvernement chinois sur cette question. Il a déjà dit OK pour le moratoire sur le paiement des intérêts de la dette. La question qui se pose, c'est de savoir s'il va rejoindre l'initiative des bailleurs internationaux, s'il va dire OK aux demandes d'annulation de dettes que lui font un certain nombre de ses partenaires africains, et de voir s'il est prêt à collaborer avec les autres bailleurs occidentaux pour la gestion de la dette africaine. Et c'est un point extrêmement important parce que, alors que jusqu'à présent, évidemment, c'est une dette bilatérale et donc elle a été toujours gérée dans le cadre de la relation bilatérale entre Beijing et son client, en quelque sorte, elle est restée extrêmement opaque, du coup. Et dans un certain nombre de cas, même dans beaucoup de cas, on ne connaît pas les détails contractuels et les conditions de prêt.
si Beijing acceptait non pas de rentrer dans le Club de Paris, mais en tout cas de jouer selon les règles du jeu du Club de Paris, il faudrait qu'il dévoile un certain nombre de ses conditions contractuelles. Et donc la question qui est en jeu, c'est celle de l'opacité en quelque sorte de la dette bilatérale chinoise et de savoir si on va pouvoir réduire cette opacité, ce que évidemment les Chinois considèrent comme étant une tentative de gestion multilatérale d'une dette bilatérale, c'est-à-dire de la dette de l'argent qu'ils ont prêté à un de leurs clients, et par conséquent, ils considèrent que ça serait assez largement illégitime. Mais bon, c'est pour le moment une question qui est encore ouverte, et on va voir comment elle va se résoudre cette année. Mais cette question de l'opacité de la dette et des tentatives de la rendre moins opaque est vraiment au cœur de ce qui se passe des négociations actuelles autour de la dette africaine. Alors, un certain nombre de gouvernements africains, comme je le disais, se sont rendus compte qu'ils étaient très endettés à l'égard de Beijing, et du coup, ça commence évidemment à les inquiéter, parce qu'ils se sentent évidemment assez prisonniers des conditions qui sont faites par Beijing. Le deuxième problème qui est apparu avec cette success story, c'est celui de la double migration. Parce qu'il y a eu une migration de travail de la Chine vers l'Afrique, avec toutes ces entreprises chinoises qui sont mises à investir, notamment à construire et à se développer en Chine. Ça a fait venir beaucoup de personnel. Au départ, le modèle est un peu, enfin, s'il y a un modèle, je ne suis pas sûr qu'il y ait un modèle, mais disons qu'on regarde un certain nombre de cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu des grands contrats infrastructures, ressources naturelles qui ont été signés par des grandes entreprises d'État chinoises. Dans leur sillage, comme sous-traitants, sont venus des plus petites entreprises qui dépendent soit de régions, soit même du secteur privé chinois. Et puis, petit à petit, ça a attiré les gens qui étaient venus comme expatriés de ces entreprises. Certains sont restés et ont commencé à monter des business locaux, etc. Et c'est comme ça qu'on est passé à une émigration de travail, non plus d'entreprise, mais de travailleurs individuels en quelque sorte, qui viennent voir quelles sont les opportunités d'affaires qu'il y a en Afrique. C'est une double migration parce que s'il y a eu cette migration chinoise qu'on estime à plusieurs millions en Afrique, on n'a pas de chiffre très exact, mais on considère qu'il y a plusieurs millions de Chinois qui maintenant vivent en Afrique. Il y en a entre 300 et 500 000 en Afrique du Sud, où c'est probablement les chiffres les plus fiables. Il y a aussi une migration des Africains en Chine, et notamment à Guangzhou, qui était la porte d'entrée commerciale de la Chine, et où il y a une communauté africaine qui est estimée entre 300 et 400 000 personnes. Les Africains, le principal motif des Africains pour venir en Chine, c'est aussi de faire des affaires, et le deuxième motif, c'est de faire des études. Il y a un flot d'étudiants aussi qui s'est développé au fil des années. Et donc, cette double migration, qui maintenant s'inscrit dans le temps, conduit en fait à la création de véritables communautés expatriées, communautés chinoises en Afrique et communautés africaines en Chine. Et donc, ça pose un certain nombre de problèmes classiques de l'immigration, la question du racisme qui a explosé l'année dernière avec les incidents de Guangzhou, la question de l'immigration illégale, la question aussi de la sécurité des expatriés, avec des peurs qui résonnent des deux côtés. C'est très intéressant de regarder ça, parce qu'on se rend compte que de même qu'il commence à y avoir des inquiétudes sur la sécurité des Chinois en Afrique, il y a aussi des inquiétudes sur la sécurité des Africains en Chine. Et enfin, le dernier problème qui est dû à cette double immigration, c'est celui de la concurrence économique, et notamment, enfin, dans un seul sens, surtout dans le sens Chine-Afrique, parce qu'on voit que les Africains qui vont s'installer les Chinois qui vont s'installer en Afrique sont souvent dans le commerce, dans l'importation de biens de consommation, importation et vente de biens de consommation, mais n'hésitent pas aussi à s'investir dans l'économie informelle africaine et à devenir des acteurs, des concurrents sur ce marché économique qui est en fait l'économie des pauvres.
Et donc, ça pose très souvent des problèmes. Et donc, il y a eu un certain nombre de réactions dans des pays africains, des réactions hostiles des commerçants locaux qui ont pu aller parfois jusqu'à l'émeute et qui ont conduit certains gouvernements africains à prendre des législations pour protéger leur marché intérieur, en tout cas ces segments de marché intérieur, et les interdire à des acteurs étrangers, mais ils voulaient dire chinois, mais sans les nommer, donc ils ont interdit ces secteurs à des acteurs étrangers. Et alors, ce qui est très intéressant quand même quand on regarde la formation de ces communautés expatriées, c'est qu'on voit qu'elles sont en train de s'organiser très sérieusement en formant des associations pour défendre leurs intérêts, en formant même de plus en plus des chambres de commerce sino-sénégalaises, sino-maliennes, sino-congolaises, etc. Et donc, on voit qu'elles se structurent. De même, quand on suit un peu la communauté africaine de Gwanzhou, on voit aussi qu'elle se structure également pour défendre ses intérêts, qu'elle met en place des mécanismes de coopération avec les autorités chinoises. On a vu notamment qu'elle a essayé de faire la police au sein de sa propre communauté pour éviter qu'il y ait une trop grosse pression policière des autorités chinoises à certains moments. Et la question du Covid, ce qui s'est passé, les incidents de Guangzhou, on pourra y revenir dans les discussions, sont très très importants de ce point de vue-là. On voit également, et ça je pense que c'est une tendance très importante, qu'il se développe une catégorie d'intermédiaires d'affaires, d'intermédiaires professionnels sino-africains, enfin, pour faire des affaires entre la Chine et l'Afrique. Et on voit comme ça émerger des réseaux d'élite sino-africains qui se consolident de plus en plus dans le temps et qui sont très intéressants et dont certains même commencent à avoir des bases familiales puisqu'on voit émerger des couples sino-africains de plus en plus. La troisième conséquence problématique, c'est, comme je le disais, le commerce illicite transcontinental entre l'Extrême-Orient et l'Afrique. Il y a beaucoup de produits illicites qui circulent entre les deux. Alors, du côté chinois, on importe des espèces protégées, comme vous le savez. L'affaire du pangolin, qui est un peu au début de cette pandémie de Covid, l'illustre bien. On voit aussi des importations de drogue qui viennent aussi d'Extrême-Orient. Et puis, on voit aussi des flux de produits qui sont licites, mais qui sont exploités dans des conditions qui sont illicites. Par exemple, la question de l'exploitation forestière ou de la pêche, dont il a été question tout à l'heure. Et puis, l'Afrique constitue aussi un énorme marché d'écoulement pour la contrefaçon chinoise. Cette contrefaçon ne se limitant pas au sac Vuitton, hein, comme on pourrait le penser quand on est à Paris, mais va jusqu'aux faux médicaments, où là les choses commencent à être déjà beaucoup plus sérieuses et les faux médicaments inondent le marché africain et une partie d'entre eux viennent de Chine. Et donc on voit se développer toute une économie, tout un système de commerce illicite dans le sillage évidemment du commerce licite, et ça commence à poser des problèmes. Ce qui a été évidemment mis très en avant à une époque, ça a été la question du commerce de l'ivoire et donc du braconnage des éléphants, où Beijing a été pointé du doigt, parce qu'en effet, l'Extrême-Orient était le principal marché pour les braconniers africains. Et face à la campagne de presse, à ce qui se passait au niveau international, le gouvernement chinois a fini par interdire le commerce de l'ivoire sur son territoire. Donc on voit qu'il y a des questions, que ces questions de commerce illicite ont un impact international et sont discutées dans des forums internationaux. Alors, tout ça montre que tous ces problèmes qui ont émergé suite à la success story de la Chine-Afrique sont maintenant pris en compte et apparaissent à travers un certain nombre de frictions un peu dans la relation. On n'est plus à l'époque, clairement, on n'est plus à l'époque de la lune de miel entre les gouvernements africains et le gouvernement chinois. On a vu qu'il y a un certain nombre de grands projets chinois qui ont été annulés,
par certains gouvernements africains. Ça a été par exemple le cas du port de Bagamoyo, qui qui était stoppé par le président tanzanien. Il y avait aussi un grand projet portuaire au Sierra Leone qui a été stoppé. Tout ça parce que un certain nombre de gouvernements africains ont pris conscience du risque de dépendance économique dans lequel ils allaient se trouver. On voit aussi que, et donc ça suscite l'inquiétude, on voit aussi que l'image de l'Afrique est en train pas de se ternir, mais en tout cas n'est plus aussi positive qu'elle l'était dans les opinions publiques africaines, et notamment après l'affaire de Guangzhou, qui a été très mondialement médiatisée grâce aux réseaux sociaux et qui a eu un très grand écho en Afrique. Et les opinions publiques africaines se sont vraiment mobilisées sur cette affaire et ont forcé leur gouvernement à faire même des protestations diplomatiques, ce qui était une première, contre les autorités chinoises. L'ensemble des ambassadeurs africains à Pékin a écrit une lettre aux autorités chinoises publiques se plaignant de la façon dont les Africains étaient traités dans cette affaire. Donc, il y a cette image qui est en train de changer. Il y a aussi petit à petit des activistes environnementaux africains qui posent des questions sur l'impact environnemental des grands projets d'infrastructure chinois. Il y a également maintenant, évidemment, avec la récession, un certain nombre de contrats qui sont aussi remis en cause. Par exemple, Huawei avait signé des contrats avec un certain nombre d'opérateurs de télécom africains pour introduire la 5G, et un certain nombre d'entre eux sont en train d'être remis en cause. Voilà. Et donc, on voit vraiment qu'il y a une plus grande conscience de la dépendance dans laquelle l'Afrique peut se trouver, et plus grande conscience aussi des conséquences sociales et environnementales que les activités économiques africaines peuvent avoir sur le continent. Juste pour vous citer alors il y a quelques chiffres qui illustrent ça. L'Afrobaromètre, qui est un système de sondage régulier en Afrique, en 2015, posait la question sur ce que les Africains pensaient des activités économiques des Chinois en Afrique. Et en 2015, la réponse de 65% des personnes interviewées était que ces activités étaient positives. L'Afrobaromètre a fait le même sondage en 2020, mais je pense qu'il a fait ce sondage avant les incidents de Guangzhou. Et en 2020, le résultat n'était plus que de 60%. Je pense qu'après ce qui s'est passé à Guangzhou, le chiffre maintenant doit être plus bas. De même, il y avait une des questions dans le sondage de l'Afrobaromètre qui était de demander aux sondés s'ils pensaient que leur pays avait trop emprunté à la Chine. Et 58% des sondés ont répondu que leur pays avait trop emprunté à la Chine. Ce chiffre atteignait 87% au Kenya et 75% en Angola, qui sont en effet deux pays qui sont très endettés à l'égard de Beijing. Donc, on voit que l'image dans l'opinion publique et dans la tête des gouvernants africains de la Chine est en train de changer. Et très dernièrement, il y a quelques semaines, il y a eu une affaire qui est très symptomatique de ça en Afrique du Sud, où une Chinoise naturalisée sud-africaine vient pour la première fois d'entrer au Parlement. Elle a été nommée députée, elle faisait partie de l'ANC, et l'ANC en a fait une députée à cette rentrée parlementaire en janvier, et ça a provoqué un scandale public en Afrique du Sud, parce que même si elle a été naturalisée, c'est quelqu'un qui est arrivé en Afrique du Sud il y a 20 ans, qui s'est marié avec un Sud-Africain et qui a obtenu la nationalité sud-africaine. Elle est d'origine chinoise, et c'est la première fois, non pas qu'il y a quelqu'un d'origine chinoise au Parlement qui siège au Parlement africain, parce qu'il y a déjà eu un député dans cette situation, mais que quelqu'un qui soit d'origine chinoise et ne soit pas né en Afrique du Sud, mais soit né en Chine, siège au Parlement chinois.
simplement parce qu'il y a en fait une communauté historique chinoise en Afrique du Sud, et donc des gens qui sont sud-africains depuis un siècle presque. Et donc, il y avait déjà avant elle un Sud-Africain chinois, et elle, c'est une Chinoise sud-africaine. Ça pose toute une différence. Donc, pour conclure, il est clair que quand on regarde ces problèmes qui se posent dans le domaine migratoire, dans le domaine et de la relation économique, on voit qu'il y a un besoin de régulation des relations entre la Chine et l'Afrique. On voit que la lune de miel est terminée, que maintenant les problèmes commencent à se poser et que ces problèmes vont nécessiter que Beijing et ses partenaires africains se parlent plus et essaient de mettre en place des mécanismes de coopération pour gérer ces problèmes. Voilà, je vais m'arrêter ici car je crois que je suis juste dans le temps.